Avez-vous déjà entendu parler de Ramrupt, de Dampierre ou de Falaise? Rien n'est moins sûr, et pour cause, il s'agit de toutes petites communes françaises dont l'équipe de football n'atteint que très exceptionnellement le stade des 32e de finale de la Coupe de France. Et pourtant, figurez-vous qu'au Moyen-Âge, ces villes abritaient une partie des plus importants centres d'études talmudiques du monde ashkénaze, qu'elles ont été le creuset d'une somme de commentaires qui constituent encore aujourd'hui les outils incontournables de la compréhension en profondeur du Talmud. Les maîtres de cette école s'appellent les Tosafistes et mon invité présente leur univers dans un ouvrage intitulé « Un tison sauvé du feu ». Bonjour, rabbin Alain Weil. Bonjour, monsieur Ligman. Alors, ce livre, c'est le 3e volet d'une trilogie. Dans les 2 premiers volumes, vous vous êtes concentré sur le français que parlait Rashi. D'abord dans son commentaire sur la Bible, le Tanakh, puis dans son commentaire sur le Talmud. Et là, c'est à la génération des petits-enfants de Rashi que vous vous intéressez. On va en reparler tout de suite. On va commencer peut-être par un petit mot personnel. Vous avez été rabbin à Strasbourg pendant 34 ans. Ensuite, vous êtes parti à la retraite en Israël, à Modin-Illit, où vous habitez depuis une quinzaine d'années. Et là, tout de suite, dès le départ à la retraite, vous vous êtes mis à travailler sur ce français médiéval. Ça vous manquait un petit peu la France ? Peut-être, hein, inconsciemment. Et donc, si je me suis penché sur cet aspect de l'étude talmudique, c'est probablement parce qu'effectivement, j'avais un peu un goût pour les langues, et le français en particulier. J'aime la littérature, j'aime le beau français. Qu'est-ce que vous aimez comme littérature ? Vous lisez quoi comme auteur depuis votre retraite ? Alors, je suis plutôt... maintenant, je lis pratiquement plus, par contre. Mais disons que j'ai surtout aimé l'ère classique. Moins ce qui est moderne, c'était moins ma littérature. Ça s'arrête quand pour vous voilà. Alors, disons, le 17e, 18e. Oui, voilà, parce que vous citez Montesquieu parfois, par exemple. Voilà, exactement. C'est ça votre univers littéraire. Voilà, c'est ça, exactement. Mais alors, quand on travaille sur les laazim, donc ces mots de français employés par Rashi et les Tosfot, d'anciens français, est-ce que c'est pas un peu un abus de langage quand on dit le français ? Parce qu'aujourd'hui, en France, tout le monde parle français, effectivement, mais... Au Moyen-Âge, il y a surtout les gens parlent le patois, non ? Alors, les gens parlent vraiment français dans tout le royaume de France ? Alors ça, vous avez raison de poser la question. En fait, Rashi a été, comme je l'avais dit dans l'introduction de ces livres-là, un précurseur de génie. Pourquoi cela ? Parce qu'il a privilégié le dialecte de l'Île-de-France, qui allait devenir le français officiel, puis c'était le français parlé à la cour. Le royaume de France était très petit à l'époque de Rashi. Ouais. Hein. Et lui, il ne vit pas en Champagne. Donc on serait attendu à ce qu'il prenne le langage, le patois champenois. Ça fait partie du royaume de France, la Champagne ? Alors Champagne, non, pas du tout, c'est ça. Champagne ne faisait pas partie du royaume de France. Le comte de Champagne était considéré un peu comme un rival du roi de l'époque. Ouais. Donc Rashi aurait pu être tenté d'utiliser ce dialecte-là, champenois. Point du tout. Il a parié, si je puis dire, sur l'Île-de-France, et c'est un pari gagnant. P-A-R-I-S, bien entendu. Voilà. Et donc, il nous a légué ce patrimoine extraordinaire qui, d'ailleurs, je profite pour le dire, n'est pas suffisamment exploité par les linguistes français. Ouais. Ils disent ce mot-là est apparu au XIIe, XIIIe siècle, etc. Donc après Rashi. Après Rashi. Ouais. Or, c'est pas. Ah oui. Donc avec votre travail, vous montrez qu'en fait, avec Rashi, c'était déjà à l'époque de Rashi, ça existait déjà. Ça existait déjà. Voilà. Je dis pas que c'était très très courant et très peu. Combien de personnes comme Rashi parlaient le français de l'Île-de-France et ça, je ne sais pas du tout quelle proportion, mais c'était pas énorme. Donc c'est dommage que le dictionnaire effectivement ne fasse pas plus appel aux mots français de Rashi. Et alors, contrairement à Rashi, Tosfot, personne n'avait travaillé sur Tosfot. Alors justement, venons-en
à Tosfot. Rachi, on connaît un petit peu, le vigneron champenois, on en parle souvent en France, on est très fiers et tout. Ouais. Ça veut dire quoi? Le champagne n'existait pas, paraît-il, encore. Le champagne n'existait pas encore. Non. Ah, C'était voilà. c'était d'autres vins. Spiritueux. Voilà, aussi des spiritueux, peut-être, mais pas de champagne. Alors ça veut dire quoi, Tosfot? Oui. Alors, Tosfot veut dire littéralement supplément, ajout, complément. Voilà. Alors, pourquoi? Supplément à quoi? À quoi, exactement? Le commentaire du Tosfot est, je dirais, très souvent, le plus souvent, une analyse du commentaire de Rachi, ou part, disons voir, du commentaire de Rachi pour aller plus loin, Tosfot. Donc sans Rachi, on n'aurait jamais eu Tosfot, en fait. Voilà, exactement. Voilà. La base des Tosfot est généralement un commentaire de Rachi. Pas toujours. Pas toujours. Mais qu'il n'appelle pas Rachi. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais écrit dans Tosfot, voici ce que dit Rachi. Il y a toujours marqué, voici ce qui est écrit dans Kuntras. Oui. C'est quoi Kuntras? Alors, Kuntras, c'est un livret. Je traduirais peut-être le mot par livret. Un livret parce que probablement les commentaires de Rachi se présentaient sous forme de livret. Bon, l'imprimerie, évidemment, n'existait pas, c'est clair. Et donc, manuscrit, évidemment aussi, c'était entièrement manuscrit. Et c'est une anthologie, en fait, quelque chose comme ça? Oui, peut-être. Un recueil, un livret. Vous voyez un peu, c'est un peu comme s'il disait dans le recueil par excellence, celui qui nous sert de référence. Absolument. Parce qu'il y a d'autres, il faut savoir qu'il y a d'autres écrits antérieurs peut-être un peu à Rachi, dont, citons le plus célèbre, celui de Rabbeinu Gershom Meor Hagola, qui était à Metz puis à Mayence. Souvent les deux, comme en hébreu, ça s'écrit presque de la même façon. Metz, même Yud Tzadé, Mayence, même Yud Nun Tzadé. Donc une lettre en plus, voilà. Et ce qui fait que on ne sait pas trop, mais probablement, je pense que Rabbeinu Gershom était lorrain et qu'il a ensuite passé à Mayence. Alors, pourquoi j'ai parlé de lui? Parce c'était le maître de Rachi. C'était le maître du maître. D'accord. Le maître du maître Rachi. Donc, ce Rabbeinu Gershom a écrit aussi un Kuntras. Donc, c'est comme ça, apparemment, qu'on appelait les documents dans lesquels on consignait ces novellae, ces hidushim, oui, on emploie le terme latin. Et il y a un Kuntras Magensa aussi. Donc Mayence, c'est ça exactement. Donc voilà, c'était l'appellation. Voilà. Mais comme vous dites, dans Tosfot, Kuntras, c'est Rachi. D'accord. Rachi, c'est une seule personne, même s'il avait des élèves, etc. Tosfot, ce n'est pas un auteur, c'est une galaxie d'auteurs. Absolument, une galaxie d'auteurs. Alors, qui sont ces gens? Alors, ces gens sont au départ, tous, si je puis dire, affiliés, si on peut employer les termes comme ça, à la famille de Rachi. Des gendres et des élèves de Rachi, et par la suite, donc, des gendres de Rachi. Donc ça reste en famille au début. Ça reste en famille, voilà. Nous, quand on ouvre un Talmud de nos jours, c'est toujours la même structure, le texte du Talmud au milieu, et dans une marge, le commentaire de Rachi, et dans l'autre marge, en face, le commentaire de Tosfot. Alors, qui fait quoi? Quelle différence entre le travail de Rachi et le travail de Tosfot? Alors, il y a quand même pas mal de différences, dans le sens que, Rachi, je dirais, a eu l'avantage et la lourde tâche d'être le précurseur. Donc, celui qui va introduire dans le sujet, expliquer le fond du problème que traite le passage talmudique et va céder de temps à autre donc de mots français pour expliquer soit le fond, soit la forme du texte. C'est une sorte d'aide pour le lecteur. Voilà, c'est une aide pour le lecteur. C'est la clé, c'est l'introduction, c'est je dirais le passage incontournable si on veut comprendre quelque chose. Avant, le Talmud était comme une lettre fermée, réservée, qui était réservée à vraiment des spécialistes. Voilà. Oui, donc il y a un effort de démocratisation chez Rachi. Absolument. Pour que tout le monde puisse s'en servir du Talmud. À partir de Rachi. C'est pas que Rachi
ou on va dire, on peut-être un peu formuler ça autrement. Bien que Rachi soit effectivement donc le précurseur et celui qui introduit donc dans la lecture du Talmud, ce n'est pas pour autant que le commentaire de Rachi est, comme ça je dirais, banal ou facile, etc. On peut lire un Rachi à plusieurs niveaux. Bien entendu. Que ce soit dans le Chumash, dans le Nar, dans le Talmud, il y a et Rachi a l'art en un mot, de résumer une foule de problèmes auxquels on ne pense pas, et que justement les Tosfot vont en quelque sorte un peu révéler, à travers leurs questions, en disant mais comment est-ce que Rachi peut dire une telle chose? Pourtant, dans un autre texte, on voit quelque chose qui semble être en contradiction. C'est-à-dire que les Tosfot mettent en tension différents traités, différents textes du Talmud. Absolument, le mot tension me plaît bien. Effectivement, il ramène donc sur le même sujet les différents textes qui se trouvent dans les 2700 pages du Talmud et comparent, font ensuite, à partir d'une question qu'il pose, font ensuite un distinguo subtil pour justement nous dire maintenant, attention, ce texte parle dans tel contexte et ce texte parle dans un autre contexte qui permet qu'il n'y ait pas contradiction comme les apparences le sembleraient le dire. Ils font ce qu'on appelle en français de la dialectique. En fait. La dialectique, tout à fait. C'est une étude totale. Oui, absolument. C'est assez à la mode d'ailleurs à cette époque-là en Occident. La scolastique. Voilà, exactement. Mais donc ça, effectivement, c'était un peu dans l'air du temps, comme vous le dites très justement. C'est quoi la scolastique? Ils font quoi les chrétiens autour? Les chrétiens autour, ils font en fait, eux aussi comparent des textes ou font je dirais des analyses aussi. C'est assez similaire. Des textes philosophiques ou des textes chrétiens? Des textes chrétiens. Ah, c'est l'époque de la Somme de saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui est donc aussi, somme, le terme dit bien ce que ça veut dire, réunit le savoir de toute une époque et donc effectivement amène les textes et les compare et voilà. Ils discutent ensemble, ces gens-là, les maîtres chrétiens et les maîtres juifs? Alors, à l'époque de Rachi, certainement. À l'époque des débuts des Tosot, certainement aussi. Des conversations entre les Baalei Tosot et les érudits chrétiens. Je cite dans le livre, par exemple, que Rabbeinu Tam était interrogé sur les textes bibliques par le comte de Champagne, qui était un grand lettré et qui avait à sa cour beaucoup de personnes de culture et de lettres, etc. Et donc, il a été amené, quand il avait un problème, il s'est dit, qui mieux que les Juifs connaissent la Bible, donc il allait poser des questions à Rabbeinu Tam. Comment on sait ça? Il y a des documents qui ont été trouvés ou qui ont été étudiés par le spécialiste de Rabbeinu Tam, que je ne cite pas parce que je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas l'habitude de mettre dans la biographie des choses que je n'ai pas lues. C'est Rainer, il s'appelle, ce monsieur, et qui a écrit je parlais de la somme qu'avait fait Urbach sur les Tosot en général. Alors, Rainer s'est consacré notamment à Rabbeinu Tam, et donc il y a un gros pavé que je n'ai pas lu sur Rabbeinu Tam, donc dans lequel il raconte cette rencontre. Ça d'une part, et d'autre part, on a un texte d'un prêtre qui s'appelle Abélard. Oui, qui est très connu. Très connu. Héloïse, voilà. Et Abélard, Abélard, n'est-ce pas? Abélard qui dit qu'il admire beaucoup les Juifs qui consacrent leurs enfants à l'étude des textes bibliques de leur patrimoine juif et dans un désintérêt total, c'est-à-dire pour qu'ils connaissent leur patrimoine culturel. L'Ishma. L'Ishma. Contrairement, dit-il, aux chrétiens, qui ont généralement leur famille un prêtre, mais dans un but tout à fait intéressé,
de récupérer ensuite ses biens. Et bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Abélard. C'est intéressant parce que ça en dit long sur cette époque où il y a effectivement voilà. beaucoup de méfiance, d'hostilité, d'adversité voilà. entre juifs et chrétiens, enfin les chrétiens à l'égard Voilà. des juifs essentiellement, ça, voilà, mais il y a aussi des formes d'admiration, une déférence. Voilà. C'est des temps complexes. Voilà. Je pense que le tournant, ça c'est personnel, a été le concile de Latran en 1215. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, il y a des décrets contre les Juifs, notamment l'exigence qui n'a pas tout de suite été appliquée apparemment de porter un vêtement distinctif comme la rouelle ou le chapeau pointu en Allemagne et d'autres discriminations interdisant aux Juifs certains métiers, etc. Donc petit à petit, les Juifs sont chassés des métiers artisanaux parce que les métiers artisanaux étaient souvent liés à des guildes et à des saints patrons, c'est ça, voilà, des corporations. Voilà, des corporations. Et donc, les Juifs, évidemment, n'avaient rien à faire là-dedans. Donc, ils étaient. Alors, parce qu'au départ, les Juifs, il y avait beaucoup d'artisans juifs. Hein. Ouais. Donc on ne le sait pas. Ils sont chassés des corporations. Voilà, ils sont chassés des corporations. Ils possédaient au départ des terrains. La preuve, Rachid, la vigne, etc. Et Rabbeinu Tam aussi avait des terrains, et les Juifs de Rouen, dont on dira peut-être un mot à un moment ou un autre également. C'était des propriétaires terriens. Et après, à un moment donné, le pouvoir royal a confisqué ces biens pour le trésor royal. Et donc, voilà. Et les Juifs ont été donc poussés à n'être plus que des prêteurs à intérêt. C'est à ce moment-là que qu'il y a ce basculement. Alors ça, c'est, disons, l'explication matérialiste de la chose. Oui. C'est votre côté marxiste, qu'on connaît bien, mais insoupçonné. En lisant votre livre, je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas une autre raison. C'est qu'il va y avoir le brûlement du Talmud bientôt. Oui. 1242, il me semble, en place de Grève, à Paris. Moment très important dans l'histoire juive en France. 24 charrettes de Talmud, colossal pour cette époque-là. À peu près 1200 manuscrits. 1200 manuscrits qui vont partir en fumée. En fumée. Et ce qu'on reproche aux Juifs à ce moment-là, ce que les autorités chrétiennes reprochent aux Juifs, c'est que les Juifs, qui sont censés rester le peuple du livre, donc de la Bible, de la Torah, se dévoient en étudiant le Talmud. Est-ce que, d'une certaine manière, le travail colossal des Tosafistes n'a pas contribué à ce qui se produit à ce moment-là? C'est-à-dire que les chrétiens observent toute cette somme de littérature rabbinique et se disent, voilà, les Juifs ne sont plus des Juifs. Est-ce que ça participe de ça? Effectivement, c'est en tout cas un des reproches que fait le fameux Nicolas Donin de La Rochelle. Donc de La Rochelle, c'est son lieu de naissance, probablement, ou le lieu où il était en activité. Et ce Nicolas Donin, qui est un juif apostat. Qui est un apostat, qui était juif, donc, et élève de Rabbeinu Yechiel de Paris, qui était le grand maître de l'époque et qui a été en charge justement de défendre avec 3 autres collègues le Talmud contre les accusations de Donin. Et il nous dit qu'il y avait 35 questions, dont celle que vous venez de poser, à savoir, mais bon, finalement, les Juifs, pourquoi le Talmud, à quoi bon? Il y a la Bible, ça suffit pas. Ça effraie les chrétiens, en fait, ce travail des Tosafistes. Oui, tout à fait. Et alors, donc, Riel dit non, parce que justement, le Talmud est la loi orale, de manière générale, est là pour expliquer la loi écrite, et la loi écrite serait souvent incompréhensible dans son application s'il n'y avait pas la loi orale. Prenons un exemple très simple, je prends toujours l'exemple des tephilines, totafot dans le mot, la Bible, le mot hébreu, personne ne sait ce que c'est. Bon, je veux dire, donc la tradition orale est venue en disant, bon voilà, ce sont donc des boîtes cubiques, ils ont décrit la forme, ce qu'il y a dedans, des parchemins, et de quel passage de la Bible, etc. Ça, on n'aurait pas jamais su comment mettre... je dirais donc appliquer cette loi s'il n'y avait pas la loi orale et la halakha Moshe Mishnah. Une question technique, puisqu'on a du mal à se représenter la façon dont travaillent ces maîtres à l'époque. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans une librairie juive, on achète le Talmud, il y a tout sur Sepharia, c'est très simple. Mais à l'époque, un texte, c'est très précieux, c'est très rare. C'est très rare que quelqu'un possède tout le Talmud chez lui. Comment ils font pour travailler ?
Alors justement, ça c'est tout à fait raison de poser cette question. C'était une gageure, effectivement. Bon, les maîtres, les grands maîtres, semble-t-il, avaient réuni énormément de manuscrits. Alors pas nécessairement tout le Talmud. C'est pas du tout dit qu'ils avaient tout le Talmud. Je pense que Rashi, ou certains maîtres de Tosot peut-être aussi. Enfin, c'était une question aussi de fond. C'était très cher, pécuniaire. Hein. Qu'on parle aussi, c'est pas pour s'attarder à ça, c'est pas le pire, mais je veux dire, quand on parle de 1200 manuscrits qui sont partis en fumée, c'était, au point de vue pécuniaire, c'est peut-être, je sais pas, à des millions certainement d'euros, facilement. Donc, imaginez la Bibliothèque nationale qui partira en fumée. Donc, comment ils font pour connaître tous les textes qu'ils citent? Donc, comment est-ce qu'ils font pour connaître? On raconte, tradition orale, hein, que devant Rabbeinu Tam, donc le petit-fils de Rashi, Rabbi Yaakov, voilà, et devant son successeur qui était Rabbeinu Yitzhak, le Ri, en abréviation, de Dampierre, appelé aussi Ri l'Ancien, devant ces deux grands maîtres du Talmud, et qui sont d'ailleurs, qui forment la base essentielle des Tosafot, ça on n'a pas dit non plus, peut-être aussi signalé, avec Rabbeinu Yaakov d'Orléans et leurs successeurs, eh bien, donc ils avaient devant eux 60 élèves, dont chacun connaissait un tome du Talmud par cœur. Ah oui, donc la dimension orale reste essentielle, en fait. Essentielle, ouais. Et donc, ils étaient capables, lorsque le maître posait une question, de dire, attention, dans tel traité, et donc de confronter, et ça a donné donc naissance, de cette façon-là, au Tosfot. C'est une sorte de concordance talmudique. Absolument. En chair et en os. En chair et en os, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que on a cet essor intellectuel, cette floraison littéraire aussi juive, dans un contexte relativement hostile quand même. Oui. Et ça va, j'ai parlé de votre alia au tout début, ça va amener à quelque chose qui est quand même interpellant pour l'époque, c'est qu'il y a des aliotes de masse qui se produisent. Il y a des maîtres parmi ces tosafistes, Rabbi Shimshon de Sens, par exemple, qui va partir avec 300 élèves et leur famille, donc ça fait du monde. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors attention, en fait, là aussi, on parle toujours de 300, c'est vrai. Alors je dirais un peu comme dit la Gemara parfois, pour le chiffre de 300, la Shon Guzma, parfois exagération, ça veut dire. Je ne remets pas le nombre, le chiffre en question. Je n'ai aucun élément pour justifier cette remise en question, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'on le retrouve à la fois pour Rabbi Shimshon de Sens, pour Rabbi Nuriel, c'est 50 ans plus tard, à peu près 60 ans plus tard. Rabbi Nuriel fera son alia vers 1250, 50 et 60 à peu près. De Paris. De Paris. Et ensuite le Ramban, Nachmanide, qui a aussi été confronté à une disputation du même type avec celui qu'on appelle Pablo Cristiani en Espagne. Barcelone. Oui, Barcelone, exactement. La disputation de Barcelone, exactement. Ouais. Même genre d'attaque, même genre de réponse, voilà. Et donc lui aussi sentira que le vent tourne et prendra la poudre d'escampette, si on peut appeler ça comme ça, en 1267. Donc assez peu de temps après Rabbi Nuriel, il ne restera pas très longtemps, je crois qu'il est mort après en 1270, le Ramban, mais il aura quand même atteint la Terre Sainte, aura recréé lui aussi une Shiva, etc. Donc on retrouve souvent ce chiffre de 300. Alors c'est ça que je disais, que c'est pas, c'est ça, voilà, beaucoup. Il y a eu beaucoup de maîtres et de disciples. Donc on a trois aliotes finalement massives. Et encore un peu plus tard, les Juifs vont être expulsés du royaume de France. Ce sera la fin, d'où le titre du livre, Un tison sauvé du feu. Oui. Ce sera la fin en fait de cette ère des tosafistes, à peu près. C'est-à-dire normalement, tout était prévu, si je puis dire, pour que ce soit la fin du Talmud. Puis c'est le but qu'avaient poursuivi Nicolas Donin et ses sbires, en brûlant le Talmud et tous les manuscrits qu'ils ont pu trouver. Mais fort heureusement, la Providence est là, elle nous aide, et il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas d'accord avec cette punition, appelons ça comme ça, notamment l'archevêque de Sens, qui a pris la défense des Juifs,
mais malheureusement, il est mort on décrit apparemment sa mort dans des affres très grandes souffrances devant le roi de France et les détracteurs du Talmud qui ont profité en disant, voyez bien, châtiment divin, voilà, nous avons raison, regardez ce qui est arrivé à l'archevêque de Sens. À mon avis, il a été empoisonné. Donc effectivement, il y a eu plusieurs expulsions de France. Est-ce qu'en dehors de ce qu'ils nous ont légué du point de vue littéraire, si on peut dire, est-ce qu'il reste des vestiges de toute cette époque en France aujourd'hui? Excellent. Si on va à Ramrupt, si on va à Dampierre, on trouve des choses? Ramrupt, quelqu'un assez récemment, il y a peut-être 25 ans, je dirais comme ça environ, 30 ans peut-être, a retrouvé ce qui est probablement le cimetière juif de Ramrupt. Ouais. Où il y aurait donc des Tosfot enterrés? Probablement. Et ils ont fait, de ce fait, ils ont construit ce qu'on appelle des fèches, c'est-à-dire une sorte de grand monument funéraire à cet endroit-là, et en marquant un petit mot. Donc voilà, ici, probablement, souvent sur les documents, je dirais, municipaux, on peut retrouver parfois des appellations. Alors quand vous trouvez une appellation du genre champ des Juifs, cimetière, ou je sais pas, ou des choses comme ça, dès qu'il y a sur les cadastres, en fait. Sur le cadastre, exactement. Oui. Donc là, il faut creuser. Donc c'est un jeu de déduction en fait. Exactement. C'est pas vraiment vérifiable. Non. Ça c'est Ramrupt. Depuis, les mairies des villes, vous citiez au début Dampierre, vous citiez donc Ramrupt, Corbeil, exactement, Corbeil, etc. ont fait sur leurs monuments municipaux, on fait des fresques. Et à la fin, je dis, pour ne pas terminer sur quelque chose de négatif, je cite ça, qui sont, paraît-il, de toute beauté. Moi, j'ai pas vu, j'ai vu des images qui représentent le riz de Dampierre, donc pour rendre hommage, donc tardif, mais quand même hommage à ces grands personnages qui ont été les Tosfot. Le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre, c'est évidemment d'étudier leurs textes, leurs commentaires sur le Talmud et de se plonger dans votre trilogie consacrée à Rashi et aux Tosafistes. Quand Rashi parlait français, volume 1, volume 2 et un tison sauvé du feu sur les Lahazim de Tosfot. Merci beaucoup, rabbin Alain Veil. Merci à vous. Je ne sais pas ce qu'il vous reste à faire comme travail sur les Lahazim. Maintenant que vous avez fait Rashi et Tosfot. Il en resterait, mais je crois que je vais m'arrêter là. Bon, il y aura certainement d'autres. Oui, voilà, il faut laisser la place à d'autres. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.